Madame, Monsieur, bonsoir. Que faut-il retenir et déduire de la dernière note de conjoncture du Haut Commissariat au Plan? C'est notre question d'actualité que nous abordons ce soir sous différents angles. Les données analysées sont celles relatives au premier trimestre de l'année en cours. Et sans surprise, le secteur primaire ou agricole est dans le rouge avec une baisse de 5%. Le secteur non agricole, en revanche, s'améliore de 3%. Sous l'angle macro, quelle croissance faut-il pour absorber les chiffres alarmants du chômage qui ont atteint un niveau record? Que dire du 1,5 million de jeunes sans emploi, ni en études, ni en formation, ces fameux NEET? Pourquoi le gouvernement faillit à caser ces NEET? Quid du degré d'inclusivité de notre croissance? Chaque année, on remarque une forte destruction d'emplois dans le monde rural, mais est-ce le seul élément qui fait que le taux d'activité baisse depuis plus de 2 décennies? La valeur ajoutée du secteur tertiaire a été divisée par 2 en glissement annuel au terme du premier trimestre de cette année. De quoi souffre exactement ce secteur? Si la croissance est tirée par la demande intérieure, quelle catégorie tire réellement cette demande? Enfin, côté finances publiques, quelle évaluation de l'endettement national dans les scénarios actuels de la croissance? Pour répondre à ces questions avec moi, 2 experts sur le plateau. D'abord, un expert en intelligence économique et stratégique, Oussama Ouassini. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous de l'accepter, de répondre à nos questions. Avec nous aussi, professeur-chercheur en droit des affaires à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohamedia, professeur Badr El-Azraq. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité. Marhaba, toujours un plaisir d'accueillir des experts pour leur poser des questions d'actualité, des questions qui nous concernent tous et des questions cruciales pour se forger une idée réaliste, claire et surtout objective de ce qu'est ou de ce qui fait notre économie nationale. D'abord, un commentaire à chaud sur ces chiffres qui viennent d'être publiés donc cette semaine par le Haut Commissariat au Plan. Il s'agit des chiffres enregistrés pour la période du premier trimestre de l'année en cours. Et on voit qu'il y a un ralentissement de la croissance économique lors de ce premier trimestre. Faut-il s'inquiéter de ce ralentissement? Badr El-Azraq. Ah oui, pour moi, je n'étais pas choqué par ces données et ces chiffres parce qu'ils sont en parfaite harmonie avec le contexte. Un contexte de crise depuis la pandémie, depuis aussi après le choc inflationniste. Vraiment, notre économie a été bien secouée, aussi le pouvoir d'achat, que ce soit des classes moyennes, que ce soit des classes pauvres ou autres. Donc aujourd'hui, on est en train de récolter les retombées néfastes de cette période de crise. Le premier semestre de 2024, c'est juste, on est en train de récolter tous ces résultats négatifs de cette période vraiment qui a secoué l'économie marocaine. Et aujourd'hui, avec le recul qu'on a enregistré au niveau de la croissance secteur agricole, aujourd'hui, c'est en relation toujours avec le contexte climatique vraiment dur. Aussi, tous... Bon, après, à prendre avec beaucoup de relativisme, bien sûr. Cette question du contexte climatique. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'on récolte encore, ou en tout cas qu'on subit finalement les effets de la Covid-19, est-ce qu'ils ne sont pas déjà derrière nous, compte tenu des chiffres de croissance qui ont été enregistrés l'année après Covid, avec ce rebond important? Ou sinon, en fait, après le rebond, eh bien, on revient à des taux de croissance qui sont ce qu'ils sont, que peut produire notre économie avec les agrégats actuels? Bien sûr, mais ce que je voulais dire, c'est le cumul. Le cumul parce qu'on a reçu le premier coup durant la période du Covid-19. Donc vraiment, surtout le entrepreneuriat a été fortement endommagé avec plus de 12 000, 14 000 entreprises qui ont fait faillite chaque année. Aujourd'hui, on a commencé à prendre le souffle avec la création de plus de 23 000. Mais le mal remonte avant la Covid. Bien sûr. Là, je sais bien, parce que toujours on était en train de repenser notre modèle. La fiscalité, etc. Oui, etc. Parce qu'on était toujours en train de repenser notre modèle économique. On a déjà entamé une certaine réforme fiscale, on a essayé de reprendre, de chercher des issues pour certains entraves qui ralentissent la croissance du secteur entrepreneurial, notamment l'accès au financement et tout ça. Donc on a essayé à repenser, à trouver des solutions, mais ça coïncidait malheureusement avec un contexte vraiment difficile, notamment via cette pluralité des crises sanitaires, financières et aussi en relation avec le contexte climatique dur. Donc aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, on est en train de récolter
le résultat de toute une période difficile qu'on a traversée. Donc en fait, pour vous, il ne faut pas s'inquiéter. Non, il faut s'inquiéter pourquoi? Parce que ce sont des chiffres alarmants et des chiffres vraiment qui soulèvent beaucoup d'interrogations vis-à-vis des politiques publiques, que ce soit d'emploi, en économie, tout. Donc, c'est ces interrogations qu'on est en train de chercher des réponses aujourd'hui. Vous savez, c'est intéressant, parce qu'avant la Covid-19, la croissance de l'économie nationale annuelle, là on est à peine au premier trimestre, elle était de l'ordre de 2,8%. Ça ne change rien de ce qu'on a enregistré cette année. Oui, par secteur primaire, agriculture d'abord. Il faut toujours prendre en considération, parce que toujours lorsqu'on parle des chiffres aujourd'hui, c'est par rapport à l'année dernière. Oui, et l'année dernière, on a réalisé un chiffre sans précédent. C'était la première fois que le chiffre d'affaires du secteur agricole dédié à l'exportation qui a dépassé les 8 milliards de dollars. Donc c'est inédit à l'histoire d'agriculture au Maroc. Et aujourd'hui, au Maroc, il faut toujours... C'est l'un des records aussi d'importation de céréales. Je mets ceci là. Ici, il faut toujours faire la différence entre le secteur irrigué, donc l'agriculture irriguée, donc il n'y a pas de problème, toujours il y a la nappe phréatique, il y a des solutions, il y a les barrages, il y a les zones d'irrigation, des grandes zones d'irrigation qui assurent les besoins. Mais elle profite à qui? Est-ce qu'elle profite aux grands agriculteurs, mais pas par exemple pour les exploitations familiales. Les exploitations familiales, aujourd'hui, ça a été rappelé par Hlimi, le patron du HCP, elles sont marginalisées, alors qu'elles créent de la valeur, elles créent des emplois. Là, bien sûr, mais créent des emplois, mais aussi ils participent à stabiliser ces familles dans les régions d'où ils vivent. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'agriculture aussi dédiée à l'exportation dans les zones irriguées, il faut toujours aussi faire la différence entre les grands agriculteurs et aussi ceux qui dépendent de l'agriculture vivière dans ces régions. Donc, qui a bénéficié des grands projets de l'État, de la stratégie Maroc vert, de tout ça. Donc ici, on pose la question, est-ce que vraiment ces stratégies ont fait bénéficier des classes moyennes et des classes précaires et pauvres ou pas? Donc, qui a récolté les fruits de ces stratégies? C'est la question aujourd'hui, parce qu'on voit que vraiment le secteur d'agriculture dédié à l'exportation réalise des chiffres inédits. En même temps, on parle que le secteur a perdu dans sa capacité de création d'emplois. Donc les petits agriculteurs, vraiment, ils souffrent de la sécheresse. Et on a énormément de problèmes sociaux aujourd'hui qui secouent le milieu rural. Donc on pose la question... Beaucoup d'exodes, et notamment de femmes. Bien sûr, c'est eux qui assument le poids du changement climatique, aussi de l'exode rural. Un certain temps, on a stabilisé les taux d'exode rural. On a vraiment dit, voilà, surtout lorsqu'il a coïncidé avec des années où la pluie était abondante, où la récolte était abondante. Donc, on a pu, un certain temps, ralentir, c'est pas stabiliser, mais ralentir les taux d'exode. Mais aujourd'hui, vraiment, après 6 ans de sécheresse, Mais ce qui est grave, c'est que déjà l'année dernière, c'était une année de sécheresse. Et l'activité agricole baisse encore de 5% par rapport à une année de sécheresse. Oui. Il va vraiment... Bon, certes, nous avons eu des pluies un peu tardives à partir du mois de mars, il faut le rappeler, pour rester très objective, ou en tout cas, je reste très objective par rapport aux comparaisons. Mais là, vous avez vraiment mis le doigt sur un point très important, c'est qu'on est premier, on a dépassé l'Espagne pour l'exportation des tomates. On est dans le top 5 mondial de l'exportation de l'avocat. Voilà. Et n'oublions pas qu'on assure aussi un certain, par exemple, le besoin du marché interne en matière de légumes et fruits. Oui. Donc on n'importe presque rien, vous voyez. Donc, on satisfait le besoin. Heureusement, avec tous les milliards qui ont été... Heureusement, parce qu'avec tous les milliards qui ont été déboursés justement pour donner un nouvel élan au secteur agricole, d'abord dans le cadre du plan Maroc vert et maintenant dans le cadre de Génération Green, là, on aimerait comprendre si... Je vais vous poser la même question que j'ai adressée à Assi Ouassini tout à l'heure, mais il n'avait pas la réponse, peut-être que vous l'avez. Est-ce que la sécheresse est le seul... facteur. Est-ce que c'est la seule raison? On parle du facteur principal. Du recul des activités agricoles lors du premier trimestre. Mais aussi, bien sûr, on parle de la sécheresse parce qu'il a vraiment impacté négativement les activités agricoles et même les activités agricoles qui se trouvent dans les zones irriguées étaient fortement impactées par la sécheresse. D'accord. Donc, on n'arrive même pas à satisfaire le besoin en eau agricole
pour ces exploitations. Et on trouve aujourd'hui que le gouvernement a fourni énormément d'efforts pour créer une certaine solidarité hydrique entre les régions. On voit ça, notamment celle d'Agadir, est en train de redoubler aussi la cadence en matière de la création des stations pour dessaliner l'eau et tout ça. Donc voilà, donc ça reflète que vraiment on est en crise et vraiment que la sécheresse a fortement impacté le secteur agricole, pas seulement le secteur agricole qui dépend de la pluie, mais aussi celui qui dépend des eaux irriguées. Vous voyez, mais je dis seulement, c'est la principale cause. Mais il y de destruction d'emplois aussi, parce qu'il y a plus de 240 000 qui ont été détruits. Parce que jusqu'aujourd'hui, malgré les efforts fournis, malgré les appels de Sa Majesté pour accélérer la cadence, pour créer une certaine classe moyenne agricole, pour encourager l'entreprise, l'installation des entreprises marocaines dans les zones rurales, et vraiment, on a enregistré énormément de retard à ce niveau. Donc, ce sont aussi des causes liées à la politique publique, liées aussi... Il y a aussi, je pense, que les superficies agricoles, de plus en plus, ils sont grandes. Et moins on a besoin de paysans. Moins de paysans. Par contre, parce que c'est automatisé. Bah oui, c'est normal. Alors que par contre, si on avait des petites parcelles de 3 entre 1 hectare et 5 hectares, automatiquement... Mais c'est de cette classe moyenne dont parlait Sa Majesté le roi Mohamed VI quand il évoquait le fait de soutenir cette classe moyenne rurale. Or, 200 000 emplois perdus à cause de la sécheresse dans le milieu rural, et c'est quand même des chiffres qui font. Je vais vous ajouter une autre cause. C'est aussi, on n'a pas réussi à intégrer l'agriculture dans le cercle d'industrie. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, on réalise des grandes pertes en matière des produits agricoles parce qu'on n'a pas encore industrialisé certains processus pour que ça soit stocké ou transformer les produits à d'autres produits dérivés. Donc voilà, ce sont plusieurs causes, mais je pense toujours que la cause principale est la sécheresse, qui est devenue aujourd'hui structurelle. Auparavant, on parle seulement de sécheresse saisonnière, cyclique, mais aujourd'hui, après 6 ans, c'est confirmé qu'aujourd'hui, on est devant une sécheresse chronique, structurelle. Il faut chercher des alternatives. Ou les alternatives, c'est essayer de se débarrasser de ces dominations de secteur agricole, de secteur secondaire, de secteur de services, notamment qui sont aussi des secteurs précaires, pour le secteur de services dont l'activité quand même a été divisée par 2. C'est-à-dire on parlait d'une croissance de 6% au T1 2023, elle est passée à 3. Donc, et vous l'avez dit, ce ne sont pas des emplois... stable. C'est de la précarité, c'est précaire. C'est très précaire. Donc, et là, on voit, parce que cela nous mène bien évidemment à l'emploi, 200 000 emplois perdus pour le secteur rural. Combien ont été créés? On parle d'une moyenne de 80 000 postes créés en milieu urbain. Et la question qui se pose vraiment, où se trouve le contenu de la croissance en emploi? J'ai répondu tout à l'heure. Quand même, l'activité dans le secondaire, c'est redressé de 3%. Oui, mais ça veut dire que heureusement, l'industrie se porte oui, bien. mais On a de nouveaux investissements. Elle est limitée. On ne pourra jamais passer. Tant qu'on n'aura pas régler le problème énergétique, qu'on descend au-dessous de 50 centimes de kilowattheure, on ne pourra pas passer à gap supérieur. Très bien. Je pense que sur l'emploi aussi. Sur l'emploi aussi, je pense qu'une partie de la réponse est aussi liée au secteur privé, parce que l'État aujourd'hui, le secteur public, c'est pas un secteur qui crée de l'emploi, créateur d'emplois. Donc on a assisté à un certain recul de cadence de création d'emplois au niveau du secteur public ces dernières années, mais on a cherché des formules pour essayer d'alléger le poids salarial sur le budget général de l'État à travers tout ce qui était autour de la contractualisation et tout ça. Donc on ne va pas parler de ça. Mais d'une façon générale, aujourd'hui, le gouvernement table beaucoup sur le secteur privé pour qu'il crée de l'emploi. Est-ce que c'est le rôle? Si on voit, et bien sûr... Il faut le dire, est-ce que le secteur privé joue son rôle? Malheureusement, aujourd'hui, avec un secteur privé composé essentiellement de petites entreprises, de micro-entreprises, dont la plupart, ce sont des entreprises familiales, qui ne créent pas d'emplois, malheureusement. Et avec ce taux par exemple, par secteur, on va les diviser par secteur. Récemment, je pense l'HCP a présenté un rapport en relation avec
la création d'entreprises durant le premier semestre, le dernier semestre 2023. Donc le chiffre, c'était de 23 000 entreprises, divisé par secteur. Donc les 2 tiers, ce sont des secteurs de services et du commerce. Oui. Donc il n'y a pas d'industrie, même de l'agriculture, les entreprises agricoles presque inexistantes. Donc, et aussi, et parmi ces 23 000, il y en a presque 20 000 d'auto-entrepreneurs. Auto, s'ils travaillent pour son compte, son propre compte. Vous voyez? Donc, malgré qu'on a enregistré la création de 23 000 dites entreprises, mais 20 000, ce sont des auto-entrepreneurs. Le reste, ce sont des petites et micro-entreprises qui ne créent pas d'emplois, et même ils génèrent peu de valeur. Donc voilà, c'est un double problème de création de valeur et problème de création d'emplois. S'il faut repenser le modèle entrepreneurial marocain aujourd'hui. Mais est-ce que le patronat défend l'entrepreneur aujourd'hui? Je ne sais pas, mais malheureusement aujourd'hui... Et qu'est-ce qu'on appelle par chef d'entreprise? Est-ce que le chef d'une PMA, enfin même d'une PME, grosse PME, est-ce qu'il va défendre les mêmes... Même s'il défend les intérêts des grosses PME, est-ce qu'il va défendre les intérêts de la TPME? Qui défend les intérêts de la TPME? Ah oui, il y en a certains organismes qui défendent leurs intérêts, mais ce sont une faible représentativité. Oui, représentativité, puis qui les écoutent. Et depuis quand ils sont reçus? À part, je ne parle pas de la CGEM. La CGEM représente quand même des milliers, des dizaines de milliers d'entreprises, mais où se trouvent 90% des entreprises. Qui représenterait ces entreprises? Qui défendrait leurs intérêts? Je vais seulement ajouter ici une certaine observation en relation avec ce que veut l'État aujourd'hui. Oui. D'après la nouvelle charte d'investissement, je pense que l'intention de l'État était bien claire, c'était d'ici 2030, c'était que le poids qui va essayer de redoubler le poids des investissements privés, le double, les 2 tiers. Donc c'est une volonté déclarée de l'État. Mais comment on va arriver à cela? Quel modèle économique on va adopter? Quel outil on va utiliser? Ce sont les questions qui se posent aujourd'hui, surtout parce que ces chiffres sont présentés aujourd'hui en coïncidence avec la présentation du bilan de mi-mandat du gouvernement. Qui était très positif. Oui. Qui était très positif ce mandat. Le chef du gouvernement s'était félicité du bilan de son équipe gouvernementale, compte tenu des éléments que vous avez évoqués au début, qu'on sort de la période Covid, qu'il y a eu les pressions inflationnistes, etc., et qu'on a protégé le pouvoir d'achat du Marocain, selon le chef du gouvernement, et que, effectivement, l'État social était sur la bonne voie. Mais est-ce que l'État social crée des emplois? Non. On subventionne, madame. Tant que vous subventionnez, les subventions n'apportent jamais productivité. Le social peut créer des emplois, Badr El-Zraq. J'insiste sur cette question. Non, bien sûr, parce que là, je pense dans une certaine mesure, bien sûr. Aujourd'hui, on est en train de faire une certaine redéfinition du rôle de l'État. Auparavant, c'était l'État-providence, c'était l'État qui s'ingère dans tous les secteurs, c'est l'État qui fabrique via des usines, des industries, qui exploite au niveau de commerce. Et je pense que ce modèle qu'on a déjà choisi à partir de 1956 jusqu'à début des années 80 nous a mené au chaos, n'est-ce pas? Et après, ce qu'on a dit, on a essayé de repenser notre modèle économique à partir des années 80. L'arrêt cardiaque, le fameux arrêt cardiaque, la sécheresse, c'était un contexte qui est similaire à ce qu'on vécu aujourd'hui, mais aujourd'hui, on a d'autres mécanismes pour le surmonter. À cette époque, on a dit, voilà, on va repenser le rôle de l'État, on va adopter le concept de New Public Management, on va se limiter au niveau stratégique pour l'État, au niveau de l'accompagnement, au niveau des pouvoirs régaliens de l'État, au niveau de la législation. On va laisser faire pour le secteur public. On a commencé par le fameux processus de privatisation et après on a entamé la libéralisation. On a essayé de drainer les investissements, les IDE vers le Maroc. Vraiment, on a réussi vraiment un petit peu à créer un certain équilibre au niveau de croissance. Au début de la première décennie du troisième millénaire, je pense qu'on a déjà arrivé à on a dépassé les 6%, 7% de croissance. Je pense à l'époque du gouvernement de Yousfi, et tout ça. Mais après la crise financière 2008, on a commencé à
le taux de croissance a commencé à diminuer progressivement jusqu'à aujourd'hui. Il y avait plusieurs cris. Donc, cette redéfinition du rôle de l'État nous a mené aussi à repenser le rôle social de l'État. Si l'État va se retirer de certains secteurs économiques, il va occuper d'autres fonctions sociales. Il ne va pas laisser au vide ses tâches sociales à l'égard de la société. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, c'est ça où il a essayé, par exemple, de renforcer le système de protection sociale, d'entamer des réformes au niveau du système de santé, d'essayer, et toutes ces réformes, que ce soit au niveau de la protection sociale, au niveau de la santé et tout ça. Donc, je pense que ce sont des réformes qui ont créé d'emplois, qui vont créer plus d'emplois, surtout avec une société qui se dirige de plus en plus vers le vieillissement, et on sera dans le besoin de certains nombres d'emplois dans le secteur de santé, notamment la gériatrie et des métiers de proximité. En plus, que la société d'aujourd'hui, ce n'est pas la société d'hier. On parle aujourd'hui d'une famille nucléaire, on ne parle pas de famille élargie comme auparavant. Donc, on a besoin d'autres métiers qui vont apparaître et qui vont devenir, et qui vont remplacer d'autres métiers qui vont disparaître. Alors, donc, je pense que la dimension sociale aujourd'hui, oui. Non, est-ce que la dimension sociale, vous avez parlé de ces métiers-là, et ça fait partie des métiers des services. Bien sûr. On voit que le métier des services accuse quand même une baisse importante. Pourquoi? De quoi souffre ce secteur tertiaire? Le secteur tertiaire au Maroc, si on le lie essentiellement et souvent au commerce et au tourisme. Je pense lorsqu'on parle de tourisme aujourd'hui, à partir de l'année dernière, on a commencé à réaliser des chiffres et une hausse bien sûr spectaculaire, notamment, on a dépassé même les chiffres de 2019. En nombre d'arrivées. Combien C'est vrai, il a raison. Parce que quand on prend les recettes et qu'on les divise, c'est très simple, on va faire les choses de manière très basique pour que le maximum de personnes comprennent. Si on prend le nombre d'arrivées, qu'on les divise par les recettes, ça nous fait une dépense par touriste qui est beaucoup moindre que celle d'avant le Covid, avant 2019. C'est en relation avec l'inflation, quoi. Non, c'est pas ça devrait être le contraire. Ça devrait être le contraire. Ils devraient payer plus à la mahal. Mais par exemple, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais si par exemple avant 2019, je donne un exemple de chiffres aléatoires, hein, ce ne sont pas les chiffres exacts, mais par exemple si un touriste avant 2019 dépensait une moyenne par stay, par voyage au Maroc de $500, maintenant, après, aujourd'hui, il est à 400 ou à 420. Et il faut prendre en considération qu'ici au Maroc, on table de plus en plus sur le tourisme low cost. Et aussi, je pense même le pouvoir d'achat des touristes européens aujourd'hui a diminué. Ce n'est pas le cas avant le choc inflationniste. Il y a d'autres touristes qui ne sont pas européens qui payent. Et qui ne rentrent pas dans cette case. Est-ce que vraiment ce que vous dites, là je me pose vraiment la question, j'ai un doute, est-ce que vraiment le Maroc choisit de se diriger vers le low cost? Est-ce que c'est un choix stratégique pour le royaume? Dans le social. Je pense que le problème, je pense que le problème n'est pas toujours l'endettement, mais ce qu'on fait avec cet argent. C'est ça, c'est ce que je dis. Donc, c'est ça le problème qui se pose. Je vous ai dit, même le problème, c'est les dépenses. On va pas même. Vous avez donné l'exemple des Japon et Suède. Donc les États-Unis et la France, ce sont des pays hyper endettés, mais la machine économique fonctionne à merveille. Donc aujourd'hui, et je pense même, je pense que ce processus d'endettement pour le Maroc ne va pas s'arrêter ici. Je pense qu'on est déjà en cours de mise en œuvre de certains chantiers en relation avec la Coupe du Monde, en relation avec les réformes du secteur de santé et de la protection sociale et tout ça. Et on a besoin énormément d'argent, que ça soit via les investissements, que ça soit via l'endettement. J'aimerais bien qu'on va arriver à ce stade de l'investissement productif, comme il a déjà dit. Mais comment, justement, comment rendre plus inclusive, comment optimiser ce flux d'investissement? Effectivement, il y aura un flux d'investissement conséquent, vers le royaume du Maroc. Comment optimiser l'effet économique de ces flux d'investissement? Effet économique, création de richesse, création de points de croissance et création d'emplois. Tout passe par le secteur privé.
tout passe par l'entreprise marocaine. Aujourd'hui, Pas que. là, IDE aussi. là, je sais bien, Oui. les IDE, mais pour nous, ici au Maroc, parce que les IDE, toujours, ce sont les bienvenus, parce qu'on ne parle pas seulement d'IDE, mais aussi de technologie, aussi d'ouverture, diversification des partenaires économiques du Oui, royaume. d'écosystème, parce que D'écosystème. l'IDE, quand C'est l'entreprise, grosse entreprise viennent, pour ne citer que l'exemple tout récent des Gigafactories, il y a Oui. d'autres, il y a tout un écosystème qui se forme. Et cet écosystème, c'est qui? C'est des entreprises Des marocaines. entreprises. Madame- Par exemple, le secteur de l'automobile aujourd'hui, le secteur de l'automobile, c'est le fruit de collaboration entre le Maroc et certaines grandes entreprises multinationales. Donc, il a donné naissance à un écosystème composé d'entreprises marocaines. Je pense qu'il dépasse les 200 entreprises aujourd'hui. Donc, il y avait un certain transfert de certains niveaux de technologie, et aussi de capitaux, et aussi d'expérience. Et on arrive aujourd'hui, on parle de, vraiment, il existe un écosystème de l'industrie mécanique, de l'aviation et tout ça. Aujourd'hui, il faut refaire, il faut reproduire ces On est en train de le success reproduire. stories qu'on a déjà fait au niveau du secteur de l'industrie mécanique et de l'aviation. Aujourd'hui, toute croissance passe essentiellement au Maroc par le secteur privé parce qu'aujourd'hui, notre secteur est faible, notre secteur souffre d'un certain obstacle qui handicapent, qui entravent l'évolution et la croissance de l'entreprise marocaine, notamment l'accès au financement. On a vu qu'il y avait plusieurs initiatives pour faciliter l'accès au financement. Mais qui ne toujours, fait il y a pas son travail? Parce que les là, on ne banques, pointe pas du doigt que la responsabilité n'est pas que celle du gouvernement. Oui. Par exemple, les banques manquent de courage en matière de garantie à l'égard des entreprises, des petites entreprises, des jeunes entrepreneurs, par exemple. C'est la raison pour laquelle Sa Majesté le Roi a lancé plusieurs initiatives, dont Intelaka et Força. Et aujourd'hui, on est en train de demander au gouvernement de nous donner le bilan de ces deux initiatives. Tout d'abord, parce qu'il manque de chiffres et de Oui, on données. nous parle de chiffres. Ah oui. Voilà, il a été accordé tel montant de crédit Intelaka. Oui. Pour faire quoi? Quoi? Voilà, distribuer de l'argent. C'est de l'argent de l'État. C'est de l'argent qui est garanti, pardon, je me reprends. Garanti par l'État. Qui est C'est- garanti par l'État. C'est pareil, le programme Mokawala, de façon garantie. Bon, Ouais. si le Mokawala ne marche pas. Ah, voilà. C'est l'État qui va payer. On parle de faciliter l'accès au financement, mais est-ce qu'on a Mais oublié il faut auditer Est-ce qu'on tout a ce qu'on oublié fait, tout ce que qu'on- vraiment le financement, c'est un problème parmi autres, parce que l'entreprise marocaine souffre également d'incubateurs, souffre d'accompagnement, souffre d'expérience, manque d'expérience pour les gens entrepreneurs. C'est la raison pour laquelle on a essayé Attendez. au niveau de Força Madame. de se rattraper. Madame. Força, on a essayé d'assurer. Je ne sais pas si c'est l'exemple là. Parce que même Força, on ne sait pas si c'est un flop ou un top. Madame, on À attend. ce jour, on ne sait pas. Ah non, je parle de l'idée. L'idée, c'est d'associer le financement à l'accompagnement et faire de cette initiative vraiment un incubateur des entreprises. C'est une bonne idée. Bien sûr. Mais la mise en œuvre, qu'en est-il de la mise en œuvre? Donnez-nous des chiffres, des entreprises qui ont été créées, les Non, secteurs. vous savez, Oui. après je vous donne la parole si Wassini. Vous savez, c'est semblable à dire, voilà, l'OMPIC publie des chiffres. Si on voit le nombre brevet. d'entreprises créées, Ouais. franchement, on se réjouit. 23 Et 000. quand on voit les entreprises défaillantes Ouais. et celles qui ont mis la 14 clé 000. sous la porte, c'est plus des 2/3. Oui. Donc, c'est la même chose pour Força Intelka. Ça s'applique Voilà. aussi sur ces programmes. Effectivement, nous avons besoin de savoir. C'est très bien, le chef du gouvernement a donné les chiffres quand il a fait la présentation du bilan de Bilan mi-mandat. mi-mandat, oui. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'a créé réellement comme richesse, qu'est-ce qu'ont créé comme richesse ces programmes. Donc là, effectivement, vous faites bien de rappeler le point d'interrogation Oui. sur ça. Oui, on a besoin aussi, parce que maintenant, quand on voit la fuite des cerveaux vers l'Europe, donc quoi, 700 médecins par an. 1000. Depuis, là, 1000, depuis. C'est pas grave. Oui, mais Ils vont depuis revenir. 2007. C'est pas grave. Ils vont Mais revenir. on Non, a c'est besoin, grave. on Non, a c'est un grave. besoin, Non, c'est on a grave. besoin de plus de C'est 30 grave. 000 médecins Écoute, Madame Khadija, c'est au à part- Maroc. Ils vont revenir dans les Depuis, 5 ans. depuis, Cela n'engage que vous. Je ne sais Depuis- pas si vous avez des informations. depuis 2015, Mathématiquement. 2007 jusqu'aujourd'hui, Oui. parce qu'on a enregistré le départ de 15 000 cadres de santé, médecins, infirmiers, ouais. pharmaciens, qui ont quitté le Maroc définitivement, qui n'ont pas... Parce que la demande... Ils vont revenir. La demande sur les cadres de santé
est très élevée, notamment en Europe, les États-Unis d'Amérique, Canada et tout ça. Tout à fait vieillissante. Et je pense que ça a créé un problème aujourd'hui pour nous au Maroc, parce qu'on a une pénurie au niveau de cadre de santé. Écoutez, même aujourd'hui, même la réforme. Est-ce que cette réforme, elle n'est pas en train justement de pousser plus de jeunes de quitter? Est-ce que la réforme et le bras de fer, rappelons-le, qui n'est toujours pas résolu? Je pense pas, mais je pense que l'attractivité qu'exercent certains modèles économiques en Europe et partout dans le monde, c'est elle qui convainc les cadres de santé marocains de quitter le Maroc. Parce que la réforme a augmenté les salaires, a augmenté les indemnités, a diminué, par exemple, a essayé le nombre d'années d'études. Le nombre d'années d'études. Oui, il faut dire le positif et le négatif. Le positif et le négatif, parce qu'on est en train de renforcer... Les étudiants ne sont pas d'accord. Il y a quand même un désaccord très profond entre les étudiants en médecine et les autorités de tutelle, nommément le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé. Je pense que c'est le rôle de l'État tout d'abord de veiller sur la qualité de formation, et je pense qu'on a énormément de garanties vis-à-vis de la qualité de formation aujourd'hui. Et aussi, c'est le rôle de l'État. On a la garantie sur les 7 ans. On n'a aucune garantie sur les 6 ans. Je pense que là, ça... Je dis rien. Voilà. Tout La formation des médecins ne va pas s'arrêter à 6 ans. Il continue même après 6 ans si on considère que la première année est une année de pré-embauche, de stage. On peut la nommer comme on veut. Vous voyez? Donc voilà. Mais je pense que l'État aujourd'hui... Après, ça dépend de l'encadrement qu'ils ont dans les CHU et dans les hôpitaux. Là, on peut parler de cette année où c'est la pré-embauche, le stage, on est en train de repenser notre système de santé. Trois facultés de médecine en cours de construction aujourd'hui, des CHU partout. On est en train de repenser le modèle de management hospitalier au Maroc. On a augmenté les salaires, les indemnités. Je pense qu'il faut aujourd'hui, c'est le temps pour faire des sacrifices, c'est le temps pour montrer ce patriotisme. Sacrifie quoi? Sacrifie, je sais pas, je ne vais pas le dire de sacrifier sa carrière. Non, mais de faire... mais vous dites il faut faire des sacrifices. Qui doit faire des sacrifices et quel genre de sacrifices? Tous les Marocains, on est obligés à faire des sacrifices. Moi aussi, vous aussi, les autres, on a besoin à rester ici au Maroc, de travailler notre pays, de montrer notre patriotisme, parce qu'il ne faut pas seulement profiter des bienfaits de notre système éducatif, de prendre le diplôme et de quitter le Maroc. Parce qu'un seul étudiant, aujourd'hui en médecine, coûte à l'État marocain plus d'1 million de dirhams. C'est à se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas, s'il veut faire pas les obliger, mais le service civil? S'il veut faire ce choix, il peut le faire dès la première année, dès son bac, il peut prendre son bac. Alors, est-ce que vous êtes pour la réinstauration du service civil obligatoire, comme pour le service militaire obligatoire? Je ne le pense pas. Et quelle est la solution? La solution, c'est de rendre notre système de santé aujourd'hui plus attractif. Très bien. Et c'est ça ce qu'on est en train de le faire, je pense. Oui, Wassini, crétude qu'avec l'état de droit. Dernier commentaire sur cette déclaration, il y a un mois, en interview avec nos confrères de Média 24, du patron du HCP, Sil Halimi. Bien sûr, donc c'est en parallèle. L'état social, le modèle économique, l'état de droit, on ne peut pas les désassocier. Aujourd'hui, toute réforme dépend de ces 3 piliers. La réforme des institutions, la réforme des textes législatifs, aujourd'hui, est une réforme très sollicitée. Je pense aujourd'hui... Vous parlez du code pénal ? Non, je parle du code pénal, je parle de la modouana de la famille, du code de la famille. Je parle même, ça rentre dans la même catégorie. Évidemment, parce que justement, la charte d'investissement, le climat des affaires, il repose sur la justice. C'est l'attractivité. Le climat des affaires repose sur la justice. Je veux dire, c'est la base. C'est la base. Parce que la première question que pose un investisseur, c'est l'état des textes juridiques et aussi les institutions en relation avec la justice. Voilà, comment résoudre un contentieux, un différend entre l'État et entre l'entreprise, où je peux m'adresser. Donc voilà les questions qui se posent. Et aujourd'hui, le Maroc a essayé de faire plus d'efforts en train de moderniser ses institutions judiciaires et en même temps ses textes juridiques. Non, il faut surtout moderniser le code pénal et on attend avec impatience depuis le temps qu'on attend ce code pénal. Digitalisation réglera tout le problème du droit. Ah oui, ça y est. Au niveau de traçabilité, corruption, clientélisme. Tout sera transparent.
Ouais. Traçabilité totale. Sur cette note enfin positive de Oussama Wassili, parce que toute l'émission, on n'a pas eu droit à autant d'optimisme, mais en tout cas, c'est bien de finir sur une note positive. Je vous remercie, Oussama Wassili. Au niveau des médecins que je vous ai dit qui reviendront. Inch'Allah. Inch'Allah, on le souhaite. On le souhaite. Merci à vous également, Badr Zak. Vraiment un débat comme on les aime. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de Questions d'actu.